Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Czepanski, je suis journaliste. Je couvre beaucoup de sujets de prospective, et notamment de prospective juridique. Donc nous sommes en plein dans le thème aujourd'hui. Au-delà des difficultés que pose l'intelligence artificielle aux créateurs, que vient d'exposer magistralement Christophe Hardy et dont nous allons parler toute la journée, je dois dire que je trouve quasiment poétique le fait que ce soit la Société des gens de lettres, qui est la société d'auteurs avec le plus beau nom, disons-le, désolé pour les autres, qui organise cette journée d'aujourd'hui, donc ce forum intitulé « Les créateurs face à l'intelligence artificielle », parce que finalement, si les mathématiciens les mathématiques sont la mère de l'intelligence artificielle, ce sont les écrivains qui en sont les pères. Et aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés finalement à une créature dont ils avaient imaginé l'émergence. Donc on en parlera aujourd'hui. Je suis simplement là maintenant pour vous dire, surtout de rester toute la journée, parce que ce matin, évidemment, nous avons des intervenants d'une immense qualité qui vont nous dresser un panorama des analyses juridiques, mais aussi politiques et économiques sur l'usage de l'IA dans les secteurs de la création. Mais cet après-midi, nous aurons aussi des créateurs, comme Christophe Hardy l'a expliqué, qui vont nous expliquer ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas avec l'IA, avec les outils d'IA génératives ou non génératives. On aura beaucoup de détails et une grande richesse des interventions, donc restez avec nous. Nous aurons aussi les représentants de ceux qui défendent les droits des auteurs, les organismes de gestion collective, ainsi que, dernière table ronde, les partenaires des auteurs, qui sont les producteurs, les éditeurs et les distributeurs. Donc restez avec nous. Juste une petite remarque d'organisation. Pour le déjeuner, nous n'aurons pas beaucoup de temps, 1 heure. On va essayer de maintenir les interventions de ce matin les plus courtes possibles. Donc je passe directement la parole et c'est un honneur et un plaisir pour moi de t'accueillir, Alexandra Bensamoun, pionnière de l'analyse juridique autour de l'IA, aujourd'hui membre du comité interministériel sur l'IA générative et dont je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore lu, de lire le dernier article « To be or not to be transparent » pour un principe matriciel de transparence dans l'environnement numérique que vous trouverez dans Dalloz Actualité. Alexandra, la scène est à toi. Merci beaucoup, chère Isabelle. Merci à Patrice Locmont pour son invitation. Merci, Monsieur Hardy, aussi pour cette très belle introduction. Merci au CESE de nous accueillir ici aujourd'hui. Alors, m'a été confiée la tâche de vous expliquer un peu les enjeux juridiques qui s'appliquent à cette relation un petit peu conflictuelle en ce moment entre l'intelligence artificielle et la création. Alors, avant toute chose, je voudrais supprimer quelques malentendus. J'aime la techno, j'aime l'intelligence artificielle. Vous savez, cette tendance très facile de nous caser, nous, ceux qui aimons la culture, dans des cases de réfractaires à la technologie, à l'évolution, c'est bien, mais ça n'est pas sérieux. Alors, soyons sérieux. Soyons sérieux, la régulation ne s'oppose pas à l'innovation. La régulation ne s'est jamais opposée à l'innovation. Le marché mondial est régulé et pourtant, il existe un marché mondial. C'est bien que c'est tout à fait possible. La culture, la création ne s'oppose pas non plus à l'innovation. La culture a toujours absorbé la technologie. La technologie aime la culture parce que ce sont les meilleurs contenus, justement. Alors, partons d'un postulat, un postulat que j'ai résumé en 3C. Alors, excusez-moi, j'ai du mal à avancer les deux en même temps. Un postulat que j'ai résumé en 3C, complémentarité, confiance et croissance. L'innovation et la création sont complémentaires,
Il faut établir entre eux une relation de confiance et c'est ainsi qu'on connaîtra une croissance dans les deux secteurs, à la fois dans le secteur technologique mais aussi dans le secteur culturel. Alors, pour commencer, de quoi on parle ? On parle de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intelligence artificielle? Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on en est à Frankenstein, ni le Néo-Golem, ni à Terminator. Ça n'existe pas, tout ça. Il n'y a pas d'être artificiel qui va nous remplacer. Il n'y a pas d'ailleurs d'IA forte, comme on dit. Il n'y a qu'une IA faible, c'est-à-dire une IA non consciente. Il faut donc éviter les discours catastrophistes, éviter aussi d'adhérer au risque existentiel qui, en réalité, vous savez, qui vous dit qu'un jour, l'homme va disparaître, que l'IA va faire peser sur nous des risques, sur l'humanité même. Évitons, pourquoi ? Parce que ça nous empêche de voir les vrais problèmes. Et des vrais problèmes, il y en a. Et le problème que rencontre aujourd'hui le droit d'auteur, la culture en général, c'est déjà une difficulté suffisamment importante pour qu'on s'y intéresse. Alors maintenant qu'on sait à peu près de quoi on parle, eh bien, le droit s'est intéressé à ce dont on parle et c'est l'Artificial Intelligence Act qui nous a donné une définition de ce qu'on appelle désormais le système d'intelligence artificielle pour éviter toute considération anthropomorphique. On a ajouté ce nom de système devant. La définition est très proche de celle qui a été adoptée par l'OCDE, qui a été révisée d'ailleurs il y a quelques jours. En substance, vous connaissez, hein, c'est un système informatique fondé sur une machine et qui va, grâce à des objectifs implicites, explicites, qui sont en général formulés par l'homme, eh bien, avec une certaine autonomie, produire des résultats. Le contexte politique est favorable à une réflexion sur l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, ça a commencé déjà il y a très longtemps, la réflexion. Je me souviens qu'en France, quand on faisait le rapport du CSPLA pour le ministère de la Culture sur un rapport que j'avais fait avec ma collègue Joëlle Farchi en 2018-2019, quand on faisait ce rapport pour le ministère de la Culture, il y avait déjà des réflexions au niveau aux États-Unis et on avait déjà des échanges avec le département du commerce américain. Aujourd'hui, l'US Copyright Office s'intéresse précisément à la question. Vous le savez, une consultation est en cours et il y a une demande d'évaluation de ce sujet dans l'Executive Order. Donc aux États-Unis, le sujet est sur la table. En France aussi, vous le savez, le ministère de la Culture s'était mis en route très tôt avec le rapport Intelligence artificielle et culture. Et puis la réflexion a recommencé et elle est présente également au sein du comité interministériel mis en place par notre Première ministre. Au niveau de l'Union européenne, différents textes également, une résolution du Parlement européen, la Commission européenne qui a produit une étude et bien sûr, l'Artificial Intelligence Act avec l'apparition tardive des IA génératives, mais parce que lorsque le texte est sorti, bien sûr, cette réalité n'avait pas encore été révélée aussi clairement au public. Alors, il y a un contexte politique et il y a aussi un contexte social. Vous avez sans doute vu l'IA cover de Michael Jackson. Juste en dessous, vous avez la BD qui a été rejetée à l'US Copyright Office parce que les dessins auraient été réalisés par une intelligence artificielle. Vous reconnaissez sans doute Edmond de Bellamy, ce portrait qui aurait été généré par une intelligence artificielle et qui a été vendu chez Christie's plus de 400 000 $. Ce dont vous nous avez parlé, monsieur, cette révélation dans le monde sur le géant américain qui a des difficultés avec la massification de la production de livres, ce qui interroge d'ailleurs sur les dispositions fiscales favorables qui sont appliquées aux livres et qui ne devraient pas l'être pour ce type de création. Et puis des choses aussi très, très positives, des accords entre des acteurs de l'IA et des titulaires de droit. Vous savez que Axel Springer a passé un accord avec OpenAI. Alors, intéressons-nous, maintenant qu'on voit l'actualité du sujet, intéressons-nous à cette création, à ce croisement entre l'intelligence artificielle et la création. La création humaine, vous savez comment ça se passe, on est inspiré,
notre cerveau travaille sans qu'on s'en rende compte. On est inspiré par toute une base d'inspiration, par des expériences, par tout ce qui nous stimule. Et puis, donc il y a des entrants, comme on dit en économie, et puis il y a un sortant. C'est comme ça qu'on parle, les inputs, les outputs, on parle de ça en économie, et vous avez raison, on a transféré cette sémantique, ce vocabulaire en matière d'intelligence artificielle, et voilà ce qui se passe, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire, je parle ici vraiment de la technologie de l'IA générative, d'une technologie connexionniste, on va faire rentrer une base d'inspiration qu'on appelle en général le training set, la base d'entraînement. Et puis, il va y avoir une déconstruction de ces contenus, une déconstruction très importante, c'est-à-dire une déconstruction sous forme de calcul mathématique uniquement. C'est ce qu'on appelle, et on le verra, la fouille de texte et de données, ou le text and data mining. Cette déconstruction va permettre au système d'intelligence artificielle d'inférer des règles dans un modèle d'inférence. Et à partir de ces règles, ensuite, on va donner un ordre au système d'IA. C'est ce que vous faites lorsque vous faites un prompt auprès de ChatGPT, par exemple, ou de Stable Diffusion ou d'autres. Et puis, eh bien, vous avez donc le sortant, c'est-à-dire la création qui est générée par une intelligence artificielle. Alors, excusez-moi, parce que je n'avance pas assez vite. Voilà, vous avez le sortant. Et donc, vous voyez que ça pose deux questions. Ça pose la question en amont, qu'est-ce qu'on fait de ces créations qui ont été moulinées, moissonnées, fouillées par le système d'intelligence artificielle, et qu'est-ce qu'on fait en aval de l'output, du sortant, c'est-à-dire de la production générée par un système d'intelligence artificielle. Au départ, les premiers temps de la réflexion se sont dirigés vers l'éthique. On s'est dit qu'on allait réguler l'intelligence artificielle grâce à la soft law, grâce au droit mou, et que le législateur allait se mettre un petit peu en retrait. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés, qu'il y avait aussi des conflits d'intérêts, que dans les chartes éthiques, il y avait un mélange des genres assez important, où on confondait ce qu'étaient les droits fondamentaux et ce qu'était la simple recommandation morale de bon comportement. Il y a eu quelques scandales aussi. Des collègues américains qui ont révélé les liens qui pouvaient exister entre certains positionnements académiques et des financements. Et pour toutes ces raisons, eh bien, il faut s'en réjouir, l'Union européenne a décidé de s'engager vers une régulation législative, vers une normalisation. De manière générale, la soft law, les chartes, le droit mou doit toujours être complémentaire du droit dur, pour une raison simple, c'est que les valeurs ne peuvent pas être portées par des acteurs privés. Les valeurs sont portées par le législateur, par le représentant. Alors, je vous ai décrit comment fonctionnait le système d'IA, et on va commencer par... Puisque le législateur européen s'y est intéressé, on va s'intéresser à l'amont, puis à l'aval. Alors d'abord, en amont, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le text and data mining. Donc on va réunir des contenus dans une base d'entraînement, et ces contenus vont être complètement déconstruits. Ils vont être déconstruits pour pouvoir en inférer des calculs mathématiques, des calculs des tendances, des proximités, par exemple des proximités de mots. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous dit que parfois ChatGPT hallucine. Et oui, il hallucine parce que s'il a vu que très souvent le mot rouge était proche du mot vert, il va penser qu'il y a une proximité entre ces deux termes. Donc évidemment, ça n'est pas exact. Le calcul mathématique ne donnera pas des réponses nécessairement vraies, mais des réponses qui sont, d'un point de vue mathématique, vérifiées. Et donc, cette opération de déconstruction, cette opération d'analyse des contenus en amont, qu'on appelle la fouille de texte et de données, eh bien, elle a fait l'objet de deux exceptions, au droit d'auteur et au droit voisin. Dans la directive de 2019, qu'on appelle Digital Single Market, une première exception qui est réservée au secteur académique, et une deuxième exception qui est pour tous les usages, y compris
commerciaux. Pour tous les bénéficiaires, donc. Alors, évidemment, ça interroge, mais il faut comprendre qu'on est en 2019, au moment où on évalue ces exceptions, en courant 2018, eh bien, l'article 4, on nous le présente comme une formidable opportunité de faire avancer la recherche médicale, voilà, même privée, hein, la recherche privée, de lutter contre des cancers. Et donc c'est vraiment formidable, c'est vraiment incroyable. Et personne n'a en tête cette IA générative qui sera à disposition, évidemment, du grand public ensuite. C'est justement cet article 4 qui aujourd'hui pose des difficultés, ce qu'on appelle donc la fouille commerciale. Alors ce n'est pas nécessairement commercial, mais c'est tout le reste par rapport à la fouille académique. Il y a des conditions pour pouvoir bénéficier quand même de cette exception. C'est une exception au seul droit de reproduction, donc il est hors de question de reconnaître un contenu en aval. C'est une reproduction on fait exception à cette reproduction seulement si le bénéficiaire de l'exception a eu un accès licite au contenu. Ça commence déjà à interroger. Et puis, pour contrebalancer l'ouverture de cette exception, qui est vraiment très très large, eh bien, le législateur a intégré un droit d'opt-out, un droit d'opposition. C'est-à-dire que le titulaire de droit peut s'opposer à ce que son contenu soit fouillé, et pour revenir à l'exclusivité, pour revenir donc au droit d'auteur ou au droit voisin du droit d'auteur. La construction est belle, sa mise en œuvre est plus compliquée. D'abord, sur l'efficacité de l'opt-out. Comment on fait un opt-out? Par quels moyens? Alors on nous dit qu'il faut des moyens lisibles par machine, bien sûr, mais il n'y a pas une version du contenu protégé en ligne. Le titulaire de droit peut bien gérer ou contrôler les contenus qu'il met lui-même en ligne, même si c'est compliqué. Hein. Mais ensuite, ces contenus, ils peuvent être mis en ligne par d'autres personnes, ils peuvent être reproduits. Et il n'y a aucun moyen de marquer, par exemple par des métadonnées ou par du watermarking, l'ensemble des contenus qui sont sur Internet. Deuxième sujet, quelle effectivité ensuite de l'opt-out? Comment vous faites, une fois que vous avez exercé votre opt-out, pour vérifier que, bah oui, les robots ne fouillent pas le contenu? En général, comment fonctionne un outil d'IA générative? Par crawling. Donc il va chercher du contenu et ce crawling souvent efface les métadonnées. Et donc votre no TDM, je ne suis pas sûre que... D'ailleurs, beaucoup d'auteurs ont bien vérifié qu'ils avaient exercé leur droit de retrait et que pourtant ils étaient encore dans des bases d'entraînement. Comment on fait du coup pour vérifier que l'opt-out est bien respecté? Comment on fait pour vérifier que les contenus qui sont fouillés ne sont pas des contenus qui sont illicites? Comment on fait pour vérifier la licéité des sources? On sait par exemple, aujourd'hui c'est très bien documenté par la littérature américaine, que dans Books 3, qui est une base d'entraînement pour des grands modèles de langage, eh bien, il y a énormément de titres qui ne sont évidemment pas autorisés par les titulaires de droit. Et puis une dernière question également qui interroge, à partir du moment où les titulaires de droit exercent l'opt-out, à partir du moment où il y a cette massification de la fouille, on peut se demander si l'exception de text and data mining est conforme au test en 3 étapes, qui est un filtre, hein, le test en 3 étapes, qui s'applique, qui peut être appliqué par le juge lorsqu'il y a... lorsque l'exception finalement n'est plus conforme, n'est plus conforme aux intérêts des titulaires de droit, aux auteurs, si elle porte une atteinte démesurée, on va dire, aux intérêts des titulaires de droit. Et dans cette circonstance, eh bien, on peut s'interroger, on peut se demander si, à un moment, il ne faudra pas poser la question à la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que cette exception de l'article 4 est toujours, en l'état, conforme au test en 3 étapes? Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ces questionnements qu'on a depuis quelque temps? Eh bien, l'Union européenne s'est dit qu'il serait utile, pour que l'exception soit
effective, tout simplement, eh bien, de porter un principe de transparence en amont, c'est-à-dire un principe de transparence des sources. On sait, aujourd'hui, on a les preuves, on sait que les IA génératives ont été entraînées sur des bases illicites qui contiennent des contenus non autorisés. Et du coup, il y a un certain nombre de procès, d'ailleurs, vous le savez, aux États-Unis, ce qui a conduit de manière assez automatique à l'opacité. C'est-à-dire que parce que le copyright pouvait être une difficulté, la réaction des acteurs du numérique a été de ne plus publier les sources. Du coup, on ne sait pas aujourd'hui ce qui entraîne ces IA génératives. Conséquence de l'opacité, crispation de tous les secteurs, et en Europe, eh bien, les titulaires de droit exercent massivement l'opt-out. Ce qui pose des difficultés, parce que si on exerce massivement l'opt-out, eh ben, on peut être assuré que les contenus français n'entraîneront pas ces IA génératives, et c'est une perte pour la diffusion de la culture française aussi. Donc, on peut imaginer toutes les conséquences négatives que ça peut avoir. En réalité, tout ça est une question de rémunération et de chaîne de valeur. Il va falloir trouver tout simplement un équilibre économique, un équilibre acceptable entre le développement de la technologie d'intelligence artificielle et tout simplement le respect de la création. Lorsqu'on utilise un contenu, eh bien, il y a une chaîne de valeur qui est à respecter. Et donc, je crois que c'est... Voilà, il y avait ce petit dessin qui était paru dans Le Monde et je l'ai remis parce que je sais qu'il a fait beaucoup rire beaucoup de titulaires de droit. Comme ça, vous pouvez voir que je suis mieux en vrai que sur le dessin. C'est vrai que parfois, on peut imaginer que la création ne fait pas partie de l'économie. C'est faux. C'est faux. Le secteur créatif appartient à l'économie. Et donc, il y a tout simplement ici à trouver un équilibre entre l'émergence d'une technologie qui est formidable et qui va énormément nous apporter et qui est une chance pour nous tous, et aussi le respect d'un secteur qui n'a pas à être sacrifié sur l'autel de la technologie. Cette transparence est selon moi une condition de l'effectivité du droit d'auteur, mais pas seulement, c'est en réalité une condition de l'effectivité du droit en général, c'est une condition de la confiance, c'est une condition de nos démocraties. On ne connaît pas de texte qui nous dirait il faut être opaque. Je crois qu'en général, le droit s'appuie sur cette idée de transparence. Le compromis sur l'Artificial Intelligence Act met à la charge des acteurs de l'intelligence artificielle un certain nombre d'obligations, ce qu'on appelle les GPAI, les IA à usage général. Alors, je prends toutes les précautions d'usage pour vous dire que je ne sais pas si cette version est la version qui a été définitivement adoptée. Je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai eu connaissance d'un certain nombre de versions et il semblerait que la version de compromis qui a été adoptée, vous savez, après plus de 30 heures de discussion, bravo, eh bien, elle implique, elle oblige les fournisseurs de modèles à usage général à mettre en place des mesures qui permettent de respecter le droit d'auteur et aussi à publier un résumé suffisamment détaillé des données d'entraînement. Alors ici, avec un sujet aussi de quel degré de transparence on exige, est-ce qu'il faut un intermédiaire ou pas pour cette transparence, parce que parfois, en tout cas c'est ce que disent certaines entreprises de la tech et on peut l'entendre, parfois le fait de publier ces sources, eh bien, ça peut être révéler un avantage concurrentiel, donc peut-être faudra-t-il un intermédiaire. Tout est envisageable, mais il semblerait donc que des obligations aient été mises à la charge des modèles, en tout cas des fournisseurs de modèles d'IA générale. Alors, ce serait un progrès formidable, d'abord. Ce serait un progrès formidable s'il n'est pas réduit à néant par une autre disposition qui semblerait également
avoir fait l'objet de discussions lors de ce trilogue, qui est sur les définitions mêmes du GPAI, c'est-à-dire du modèle à usage général, et qui permettrait de sortir de la définition du modèle à usage général eh bien, toutes les phases de recherche, de développement et de prototypage. Ce qui, du coup, permet d'extraire en amont eh bien, des obligations à la charge des GPAI. Alors, je ne sais pas comment tout ça doit s'articuler. Vous savez bien qu'il y a aussi encore beaucoup de réunions techniques, mais en tout cas, il y a des points d'attention sur ces sujets. Ces points d'attention, ils ne sont pas là qu'en Europe. Aux États-Unis, c'est un vrai sujet. Il y a eu une décision de la District Court de Californie en octobre, fin octobre 2023, Andersen contre Stability AI, où justement on voit que l'absence de transparence peut être une difficulté pour rapporter la preuve. Alors ça, c'est le droit d'auteur, mais au-delà du droit d'auteur, il y aura encore plein de choses à dire. Au-delà du droit d'auteur, vous le savez, parfois, quand le droit d'auteur ou les droits voisins ne font plus peur, eh bien, le droit de la concurrence, parfois, peut servir de relais. Des questions se posent. Est-ce que l'entraînement sur des sources illicites n'est pas une faute concurrentielle ? Lorsqu'on est un acteur en position dominante, est-ce qu'on peut, comme ça, entraîner sur des sources illicites ? Parfois, peut-être même qu'on est au courant ou qu'on a été averti. Peut-être vous avez lu cet article paru dans Reuters. Visiblement, des avocats avaient prévenu que les sources étaient possiblement illicites. Donc est-ce que là, on est en faute? Est-ce qu'il y a éventuellement un abus de position dominante? Qu'en est-il également de la chaîne de responsabilité? Quand on est un gros acteur et qu'on fournit un modèle d'IA, qui va acheter ce modèle, qui va l'utiliser, qui va le fine-tuner, l'optimiser pour pouvoir l'utiliser dans son entreprise? Des petits acteurs européens. Est-ce qu'on reporte le risque juridique sur ces petits acteurs européens? Il y a ici une question de souveraineté économique bien comprise également. C'est-à-dire que nos acteurs européens vont utiliser des grands modèles qui ne sont pas, pour la grande majorité, des modèles européens. Et puis, le droit de la concurrence, ce n'est pas qu'en Europe, c'est aussi aux États-Unis, puisque non seulement les titulaires de droit ont multiplié les actions judiciaires, mais surtout la FTC, l'équivalent de l'autorité de la concurrence, s'intéresse de près à ce sujet, a organisé une rencontre avec les titulaires de droit pour comprendre quelles étaient les difficultés et a rendu un rapport dont j'ai eu connaissance grâce à une collègue très tôt. Et ce rapport fait bien état des préoccupations des titulaires aux États-Unis qui sont les mêmes que les préoccupations en Europe, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à un opt-in au lieu de l'opt-out? Est-ce qu'il faut obliger à la transparence? Sans transparence, rien ne peut se passer. Comment organiser la rémunération et les licences? Comment s'assurer d'une protection concurrentielle, d'où le rôle que la FTC sera appelée à jouer à l'avenir. J'en ai terminé avec l'amont et vous voyez que j'ai plus de questions que de solutions à vous proposer. Je n'ai pas beaucoup plus de solutions sur l'aval, c'est-à-dire sur la production qui serait générée par l'intelligence artificielle. Quel est le statut de cette production générée? D'abord, quelques rappels. Vous savez qu'on ne peut pas, pour inclure ou exclure dans la protection du droit d'auteur, faire référence au mérite. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « oh, ça ne mérite pas grand-chose pour exclure de la protection ». Non, le mérite n'est pas un critère d'accès à la protection. La forme d'expression n'est pas non plus un critère d'accès à la protection. Que ce soit artistique ou pas artistique, donc nous importe peu. De la même façon, le fait qu'on utilise un outil pour créer n'est pas nécessairement pertinent pour disqualifier de la qualification d'œuvre de l'esprit. On a eu l'expérience avec la photographie où le législateur français a tergiversé sur la protection. Aujourd'hui, les choses sont claires. Et enfin, on rejette la position « sweat of the brow », sueur du front, qui était une solution qui avait cours au Royaume-Uni pour qualifier l'originalité. C'est-à-dire que une œuvre, c'est une création originale, mais qu'elle ait nécessité beaucoup d'investissement, beaucoup de travail,
n'a pas d'influence pour qualifier cette originalité. Donc à partir de ces quelques rappels qui nous permettent de reposer un cadre, eh bien, comment on protège, ou est-ce que seulement on protège d'ailleurs l'output, c'est-à-dire la production générée par une IA? Il y avait eu un rapport du Parlement européen en 2017 qui allait plutôt dans ce sens, dans le sens d'un accueil des productions générées par une IA au sein du droit d'auteur. Depuis, la réflexion a beaucoup avancé. Ça pose des difficultés parce que qui serait l'auteur? Si la production est générée par une IA, qui est l'auteur? L'auteur est toujours une personne physique. C'est une question internationale, c'est une préoccupation internationale qu'on peut noter dans la Convention de Berne. Et vous avez vu qu'aux États-Unis, il y a déjà des décisions pour exclure les créations, les productions générées par une intelligence artificielle. Si l'auteur doit être une personne physique, où est la personne? Où est la personne physique? Et alors certains ont dit on n'a qu'à donner la personnalité juridique à l'IA. Ça ne change rien. Non seulement c'est toujours pas une personne physique, même si elle a la personnalité juridique, et par ailleurs, ça relève plus du fantasme aujourd'hui que d'un besoin réel. Le concepteur de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui pouvait tenir il y a quelques années. Aujourd'hui, avec les IA génératives, ça n'a plus tellement de sens. L'utilisateur, est-ce qu'on donne à l'utilisateur qui fait le prompt le statut d'auteur de cette création? Il faut faire attention au principe. Si l'utilisateur n'a pas eu une intervention originale dans l'univers des formes, il ne faut pas trop tordre le cou du droit d'auteur. Et puis on va avoir aussi le problème pour qualifier l'originalité. L'originalité, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur, personne physique, qu'on tourne en rond en droit d'auteur. Et donc là encore, on aura un problème de qualification. Donc on voit, le droit d'auteur n'est pas nécessairement le meilleur écrin pour ces productions générées par une intelligence artificielle. Mais attention, un point d'attention ici. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas trop rapidement, de manière automatique, disqualifier ce qui serait plutôt des créations assistées par une intelligence artificielle. Si on fait ça, eh bien on va tout simplement dissuader les créateurs de se saisir de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on arrive à faire le départ entre une création assistée et une création générée. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que ce sera simple, et il y aura un gros travail de qualification à faire. Mais si on exclut de manière systématique de la qualification d'œuvre une création qui aurait été également obtenue en utilisant l'intelligence artificielle, eh bien le risque, c'est que les créateurs ne se saisissent pas de l'outil. Donc il y a un travail à faire là-dessus, sur la caractérisation, un travail doctrinal qu'on commence, qu'on est un certain nombre à commencer à faire. Où sera l'originalité lorsqu'un auteur aura utilisé l'intelligence artificielle comme un outil entre ses mains? Où est-ce qu'on ira chercher l'empreinte de sa personnalité? L'idée, vous l'avez compris, c'est qu'on est des auteurs augmentés. Comme on va tous s'augmenter grâce à l'intelligence artificielle, il y a des auteurs qui auront envie également d'utiliser l'outil d'intelligence artificielle pour créer autrement. Et ça, on ne peut pas les en empêcher. Si le droit d'auteur n'est pas le meilleur écrin, alors qu'est-ce qu'on va aller chercher? D'abord, la question se pose, est-ce qu'on doit protéger les productions générées par l'intelligence artificielle? Certains évoquent un droit voisin, un autre, un nouveau droit voisin. Un droit spécial fondé sur l'investissement, un peu comme le droit sui generis des producteurs de bases de données. D'autres disent non, non, toutes les productions générées par une intelligence artificielle, c'est du domaine public, c'est du common by design, pas de protection. D'autres encore évoquent l'idée d'un domaine public payant, qu'avait déjà évoqué en son temps Victor Hugo. Alors, on protège pas. De toute façon, aujourd'hui, les règles de responsabilité civile extra-contractuelle s'appliquent. Donc, agissement parasitaire, concurrence déloyale, ça, on peut toujours l'appliquer. Et je vous rappelle qu'en plus, l'Union européenne est en train de réformer la responsabilité civile extra-contractuelle. Donc ça tombe bien. La directive produits défectueux a fait l'objet d'un accord, d'un compromis en trilogue. Donc ça avance bien. Il y a une deuxième directive spéciale IA qui pourrait également être examinée. Une deuxième proposition de directive qui pourrait également être examinée.
Et puis si tout ça ne suffit pas, eh bien on peut cadrer la réservation en quelque sorte par le contrat. On le sait, la Cour de justice l'autorise notamment avec l'arrêt Ryanair. Vous le voyez, je n'ai pas vraiment de réponse. Pourquoi? Parce que le modèle économique en sortant est à construire. Il est à construire, on ne sait pas exactement où sera l'équilibre, mais en tout cas c'est une réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui parce que tout le monde va se saisir de l'IA et il faut réussir à trouver voilà, un équilibre économique, une chaîne de valeur, comme je vous l'ai dit, tant en amont qu'en aval. En aval également, au-delà de ce sujet de protection, eh bien, excusez-moi, je n'ai pas avancé à nouveau assez vite alors que je vous avais détaillé l'ensemble des voies. En aval également, autre sujet, la transparence. La transparence, c'est un sujet transverse. Il faudra être transparent tant en amont qu'en aval. Là encore, c'est un principe essentiel, d'abord parce qu'on doit savoir si on est face à un contenu généré par une IA, le consommateur doit le savoir. Le prix d'ailleurs n'est pas le même. Le prix d'un contenu humain et le prix d'un contenu généré par une IA, il n'est pas nécessairement le même. Et le consommateur doit avoir le choix, doit pouvoir privilégier la création humaine s'il le souhaite. Et puis, il y a aussi la lutte contre la désinformation qui est importante. Et pour ça, de la même façon, dans l'AI Act, il y a une disposition sur la transparence aval. Et si vous prenez un peu le métro, vous avez vu qu'il y a certaines publicités qui déjà, je l'ai entouré en rouge, certaines publicités qui déjà informent sur le fait que c'est généré par une intelligence artificielle, qu'il y a des affiches qui sont déjà générées par une intelligence artificielle. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire ça, je n'ai pas vérifié. Et ce que je voyais également, c'est que certains réseaux sociaux également mettent en place des mesures justement pour privilégier cette transparence en aval. Alors, si on devait conclure, parce que mon temps s'est largement réduit, je crois qu'il y a deux principes importants. Il y a un principe de transparence. La transparence, c'est le socle de notre pacte social. Il n'y a pas de raison qu'une technologie échappe à cette transparence en réalité. Aucune technologie n'y échappe d'ailleurs, donc ce serait vraiment tout à fait inédit. Deuxième principe, le principe d'humanité de la création. La création artistique, elle est humaine. C'est pas le pacte social, mais c'est sans doute le pacte artistique avec le public. Et donc la création restera humaine, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas trouver des solutions économiques pour assurer la chaîne de valeur. Et puis, une dernière conclusion qui là est beaucoup plus sérieuse, qui est celle d'un collègue, Gérard Berry, qui est professeur. Il nous dit « L'homme est lent, peu rigoureux et très intuitif. L'ordinateur est super rapide, très rigoureux et complètement con. Avec ça, au moins, on est sauvé. » Merci beaucoup.